Bonjour Bonjour à Mehdi. tous. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, à quoi tu joues, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, on va peut-être commencer par à quoi je joue. Je me débrouille comme je peux sur League of Legends. Je aussi entre le bronze et le silver. Sinon, je m'appelle Mehdi, je suis masseur kinésithérapeute. J'ai la chance d'avoir une activité e-sport. Et je suis aussi directeur de e-sport formation, un organisme de formation spécialisé dans l'e-sport. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'association Santé e-sport? Qu'est-ce que vous faites? Bien sûr. Donc, Santé e-sport, c'est une association dont je suis coprésident. On est actuellement une quarantaine de professionnels de santé. Et on vise à faire la promotion des bonnes pratiques de santé dans l'e-sport. C'est-à-dire que, on va faire des interventions auprès d'équipes, mais aussi sur des événements, ou comme aujourd'hui, essayer de véhiculer les bonnes pratiques en termes de santé pour éviter la blessure et éviter les pathologies inflammatoires qui sont consécutives à une pratique intensive du jeu vidéo. Comment t'en es venu à t'intéresser à cette thématique? En fait, ça s'est passé comment, la genèse de ce projet? Alors, ça a commencé en 2013. C'est l'année où je suis diplômé de masso-kinésithérapie. Avec un confrère, on est passionné de jeux vidéo et on se demande comment on peut faire notre boulot dans l'e-sport. À côté de ça, on a pas mal de confrères qui pensent aussi, qui écrivent à des grandes équipes et qui n'ont jamais de réponse. Nous, on va partir du plus bas. On va commencer vraiment par des petites assos, des assos étudiants, des événements locaux. Et c'est là où on va rencontrer du monde et petit à petit, on va accéder à des événements de plus grande ampleur, jusqu'à la Gamers Assembly de Poitiers, où là, on va avoir la chance de rencontrer Désiré Coussao, qui est l'organisateur et qui va nous mettre en relation donc avec des joueurs. On va rencontrer des joueurs français qui plus tard vont constituer une équipe de League of Legends qui s'appelait Sparta, qui avait été créée à l'époque par la Channel Gaming. Et ils vont être OK pour qu'on intervienne régulièrement auprès de l'équipe en gaming house. Ça va durer 6 mois, quelque chose comme ça. Et nous, ça va être un terrain génial parce qu'on va se rendre compte déjà non seulement de l'exposition des joueurs aux risques de pathologie, et aussi, surtout, à tout ce que la vie en gaming house, ça peut générer comme problème, comme tension, et des choses qui vont être des facteurs accélérants de pathologie. D'accord. Après ça, les joueurs, donc l'équipe va disband, mais les joueurs vont prendre des directions différentes. Il y en a plusieurs qui vont rejoindre la LEC, allez, qui s'appelle à l'époque la LCS, et c'est grâce à eux qu'on va avoir accès à la LEC, justement. Donc là, on va travailler avec des équipes de plus grosse ampleur encore. On va travailler avec Vitality, avec G2, avec H2K à l'époque, Vitality, Splice, et on va rencontrer Riot Games qui va nous donner l'opportunité d'être intervenant, d'être consultant sur les thématiques de santé. Et à chaque split, on va pouvoir s'adresser à tous les joueurs et leur donner des conseils d'hygiène de vie et de santé en général. Voilà. Donc en 2019, on va arrêter cette activité-là. On va être lauréat des CIC eSport Business Awards à la Paris Games Week. L'année d'après, moi, je crée ma société et avec mon confrère, on crée donc Santé eSport. Et on trouve tout de suite des confrères qui sont intéressés à bosser avec nous. Et si par hasard, il y avait des gens qui nous écoutaient qui sont professionnels de santé, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'association. C'est une super expérience. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui, enfin, en quoi c'est important en fait d'avoir un suivi de santé et notamment avec des kinésithérapeutes pour des joueurs e-sport en fait? Quels sont les problèmes et les pathologies qui peuvent être rencontrés et comment vous pouvez aider les équipes? Alors, l'essentiel des pathologies qu'on va rencontrer, c'est ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. C'est-à-dire que quand on pratique l'e-sport, et ça c'est assez intéressant quand on compare avec le sport, parce que autant le sport, selon le niveau, il y a des vraies différences d'intensité et qui exposent plus ou moins à la blessure. Le joueur qui joue à un niveau moyen, mais qui joue énormément chez lui, il est exposé exactement au même problème que le joueur professionnel qui s'entraîne entre 8 et 12 heures par jour. Donc, c'est la répétition des positions, c'est la répétition des mouvements rapides. Quand vous utilisez une souris, si vous faites des mouvements latéraux, donc droite, gauche, et systématiquement, quand vous allez atteindre une extrémité, vous allez avoir des ligaments ici qui vont être mis en tension, qui vont supporter le choc de l'arrêt, et on repart aussitôt de l'autre côté, et du coup, c'est celui-là qui va supporter le choc, et ainsi de suite. Et vous faites ça des milliers de fois dans une journée. Et en fait, la répétition de ces chocs va abîmer les structures et va provoquer de l'inflammation localement, et va développer des douleurs petit à petit. Et comme on ne s'arrête pas de jouer, eh ben, ces douleurs vont s'installer durablement et devenir paralysantes, voire elles peuvent avoir des conséquences à long terme.
D'accord, donc c'est principalement des problèmes de posture et sinon des problèmes de poignet ou de main aussi? Et c'est tout? Ou il C'est y a d'autres ça. problèmes qu'on peut rencontrer? La pathologie reine de l'e-sportif, c'est ce qu'on appelle le syndrome du canal carpien. Donc, c'est à l'intérieur du poignet, vous avez un petit canal qui va se retrouver justement à cause de la répétition des chocs et des pressions à l'intérieur, qui va devenir inflammé, gonflé. Et donc, les nerfs qui sont à l'intérieur se font écraser et ils peuvent plus très bien donner l'information sensitive et le contrôle de la main. Et pour ceux qui suivent League of Legends, on voyait Mickey qui rigolait en montrant sa main comme ça quand il saluait le public, parce qu'il était soumis à ce problème-là. Évidemment, il y a les problèmes de coude aussi, les problèmes d'épaule, de cervicales. Très souvent, pour les joueurs de FPS qui ont tendance à avoir la tête très très projetée en avant C'est quand ils ça. jouent. Et il y a tout le poids de la tête qui est supporté par les muscles Ouais. trapèzes derrière. Vous avez aussi des problèmes de bas du dos, des lombalgies, c'est des choses qu'on retrouve. Et tout l'essentiel, vraiment la genèse de ces problèmes-là, c'est toujours la surutilisation et le maintien de mauvaise posture. D'accord. Et du coup, ça touche tout le monde ou ça touche que. Donc, tu disais que ça touchait aussi les amateurs et pas que les joueurs pros. Mais ça peut toucher les jeunes, les vieux. Enfin, comment ça se passe? Parce que bah, souvent, les joueurs de 16 ou 17 ans, ils n'ont pas ce genre de problème. À 16-17 ans, ouais, ils commencent à les avoir à 20-21 ans. Il faut savoir, alors pour vous donner, on n'a pas eu la chance de faire une étude à grande échelle, c'est quelque chose qui était prévu, mais sur nos observations, nous, sur le pool de joueurs professionnels, on en a vu quand même pas mal. Jocelyn a fait un mémoire là-dessus et on avait une prévalence d'à peu près 30%, entre 30 et 40% de joueurs, donc il y avait entre 20 et 25 ans, hein, pas plus, qui avaient déjà expérimenté des signes canalaires et des pathologies canalaires au niveau du poignet. Il faut savoir que dans la population générale, si on rapporte à cet âge-là, c'est 0,4%. Donc Ah ouais, 0,4%, à 30%, 30-40%. Ouais, carrément. entre 30 et 40%. Parce que, Donc on est sur un rapport de 100. ouais, parce qu'en Donc plus, les syndromes du canal carpien, c'est souvent quelque chose qu'on voit chez les femmes de 50 ans. exactement. Donc là, on a Le prof. des jeunes de 20 ans qui ont ce genre de problème, quoi. Exactement. Et surtout, c'est des pathologies qui ont des vraies conséquences sur leur carrière, puisque dès lors que vous avez un syndrome du canal carpien, vous perdez beaucoup déjà en dextérité, vous avez une douleur qui est permanente et vous êtes obligé d'arrêter à un moment joué. Ouais. Et quand on force trop dessus, ça peut être un arrêt définitif de la carrière. Il y a des joueurs, il y en a un qui est très connu qui s'appelle Yuzi, qui a dû arrêter sa carrière à cause de ça. Flash sur StarCraft, il y a vraiment des joueurs célèbres qui ont dû avoir une interruption brutale de carrière à cause de pathologies. Alors, du coup, comment est-ce qu'on se rend compte qu'on a un vrai problème comme ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour le régler, en fait? Si on Alors, commence à avoir un problème à la main ou au dos, etc. quand on va s'adresser donc au pool général des joueurs, parce qu'aujourd'hui les joueurs professionnels ont des encadrements et des suivis, c'est des signes qui vont être des signes d'anormalité au niveau du coude, du poignet par exemple. Ça va être des sensations bizarres. Ça va commencer souvent par des fourmillements, par une gêne, une sensation de lourdeur dans la main, une main qui fait pas exactement ce qu'on lui demande. Et ça va être majoré pendant la nuit, tardivement, et au réveil le matin. Donc D'accord. ça, c'est vraiment les premiers signes. Dès lors que vous avez ça, c'est important de ne pas le laisser s'aggraver parce que ça va jamais s'améliorer pour le bien. On sait toujours que ce genre de choses, ça va passer, que ça va disparaître. Oui, si vous arrêtez de jouer, si vous partez en vacances pendant 3 semaines, un mois, le repos va faire que ça va se calmer. Mais si vous êtes dans une phase de votre vie où vous jouez et si en plus vous travaillez à côté, que vous travaillez sur un PC et que toute la journée vous avez une souris, là, il faut prendre ça au sérieux. Vous allez voir votre médecin généraliste dans un premier temps et c'est lui qui va déclencher la chaîne de soins derrière, potentiellement avec une échographie, et éventuellement pour vous prescrire ensuite une attelle de nuit pour vous protéger. D'accord. Mais alors, avant d'en arriver là, si on n'en est pas encore à avoir des symptômes comme ça assez sérieux qu'il faut prendre en charge avec des soins, comment est-ce qu'on peut faire pour, au jour le jour, éviter ce genre de problème? La prévention, tu as bien raison, Isalène, c'est Mm. vraiment le plus important. Il faut agir avant que les problèmes arrivent et c'est comme ça qu'on est tranquille en fait. La règle numéro un pour toutes les pathologies liées à l'e-sport, la règle numéro un, c'est de lutter contre la fixité. La fixité, c'est de rester dans une même position pendant longtemps, même si cette position est bonne. C'est-à-dire que même si vous avez la meilleure chaise ergo, que vous avez dépensé des centaines d'euros dans une chaise ergonomique, que vous avez un bureau qui est bien paramétré, que vous avez un écran qui est parfaitement basculé, qui est à votre hauteur, que vous maintenez des positions de 3-4 heures de jeu, vous allez vous exposer au TMS, aux troubles musculo-squelettiques. Donc, la première chose à faire, c'est lutter contre cette fixité. Et s'imposer de régulièrement se lever et faire des mouvements. C'est pas qu'il faut faire du sport chez soi, faut pas faire de la fitness, on ne peut pas faire de l'aérobic entre deux parties de, 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 ou autre chose.
C'est simplement prendre l'habitude de se lever, faire quelques pas et se rasseoir. Quand vous êtes assis, si vous vous attendez entre deux games, faites des mouvements. Lancez les bras sur le côté, ramenez-les en arrière, ramenez-les devant, bougez un petit peu les poignets, bougez un peu les cervicales. Rien que ça, c'est extrêmement protecteur. Ensuite, évidemment, c'est le setup. Il faut avoir un matériel qui est adapté. Faut pas jouer en étant de travers, par exemple. Faut pas avoir un écran qui est décalé sur le côté. Faut pas être toujours en La souris comme suspension, c'est-à-dire, ça. ouais. L'idéal quand vous jouez, c'est d'avoir toujours les épaules qui sont relâchées et les coudes qui sont au plus près du corps. Donc pour ça, ça implique d'avoir, je vais décaler un petit peu, voir si on va bien, et d'avoir un clavier souris qui va être bien devant vous, une souris très proche du clavier, et d'avoir vraiment des coudes qui sont relâchés, les épaules détendues. Et quand vous êtes comme ça, si vous avez par exemple des accoudoirs, c'est très important de les utiliser. Comme ça, les épaules ici ne vont pas porter tout le poids du membre. Parce D'accord. que si vous êtes en suspension, non seulement vous avez des épaules qui portent le poids du bras, mais en plus, vous allez avoir un poignet qui va venir, je vais montrer un peu mieux sur ma caméra, un poignet qui va être en tension sur la table tout le temps. Et en fait, il va subir des frottements et de la charge qui vont générer ce syndrome du canal carpien dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Donc, très très important d'avoir ses épaules relâchées quand vous jouez et d'avoir, si vous avez des accoudoirs, de les utiliser. Ouais, c'est important. Et du coup, on trouve plein de chaises qui ont pas des chaises de bureau, etc., qui n'ont pas d'accoudoir. Donc, c'est vraiment important d'essayer d'en avoir et de s'en servir correctement, quoi. Tout à fait. Si vous n'en avez pas, dans ce cas-là, il vaut mieux essayer de reculer un petit peu le clavier et la souris, de façon à avoir les avant-bras Ouais, qui vont venir poser reposer sur la sur. table Ouais. à moitié. Ouais, Faut pas porter ses bras, quoi. tout à fait. D'avoir les poignets qui soient dans le prolongement de l'avant-bras. On évite au maximum de casser comme ça. Si vous avez les poignets dans le prolongement, c'est protecteur pour le canal carpien. Et du coup, là, c'est vrai que penser à essayer de se lever, bouger, faire un peu des exercices, etc., c'est bien. Mais enfin, on est tous pareils, hein. Quand on commence une partie, on commence à jouer, on se dit allez, j'en fais une autre, et puis j'en fais une autre, et puis j'en fais une autre, et on reste devant le PC. Et au final, on se retrouve à scroller sur un réseau social au lieu de bouger pendant qu'on est en train d'attendre la partie d'après. Donc, est-ce que tu as toi, des conseils ou des choses qu'on pourrait imaginer pour essayer de prendre les bonnes habitudes? Parce Bien que sûr, c'est facile de rester assis, donc c'est plus difficile d'essayer de penser à faire autre chose, quoi. j'ai un exemple concret que j'avais installé avec une équipe très 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 connue de League of Legends. J'étais intervenu une semaine, je leur avais expliqué cette notion de fixité qu'il était important de se lever entre les parties. Ok, tout le monde m'avait dit oui, 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 on va le faire et tout. 2 semaines après, je parlais avec leur manager et c'était pas le cas. Personne ne l'avait Ouais, fait. Du coup, ce qu'on avait conseillé, c'était l'installation de post-it. On avait mis un post-it vert et un post-it rouge sur la porte d'entrée de la gaming house. Et les joueurs pouvaient se lever après chaque game et aller taguer, on a tapé sur le post-it qui correspondait au ressenti qu'ils avaient de leur partie. S'ils avaient une game qu'ils estimaient convenable, où ils avaient bien joué, ils mettaient le vert et le rouge. Et en fait, ça a créé une habitude, et à la fin, ils s'y pensaient même plus, ils le faisaient systématiquement, ils se levaient, ils allaient taguer. Il y a même un joueur qui s'amusait à noter le nombre de fois où il mettait le vert et le rouge pour identifier s'il avait fait une bonne journée, s'il avait été dans des performances plutôt voir ses perfs. positives ou négatives. Mm. Après, très souvent, quand on est Mm. casual, les pauses, c'est de se lever, c'est d'aller au frigo, c'est d'aller aux toilettes. Frigo, ok, mais il faut pas s'envoyer des trucs sucrés entre chaque partie, mais une gorgée d'eau, par exemple. Euh, c'est quelque chose qu'on sait assez peu, mais au niveau des apports hydriques, c'est toujours intéressant de les répartir. C'est beaucoup plus simple pour vos reins, par exemple, d'avoir de l'eau qui est apportée continuellement en petites doses dans la journée que de s'envoyer des immenses gorgées et de plus boire pendant 2 3 heures après. Donc, par exemple, ça peut être systématiquement, vous faites une game, vous allez au frigo, vous buvez une gorgée d'eau derrière. Mm. Ou vous allez faire pipi. Mais en tout cas, voilà, c'est prendre ces petites habitudes du quotidien et qui sont saines et qui sont protectrices pour vous. D'accord. Et donc du coup, donc là on a dit qu'il fallait essayer de ne pas rester fixe et de se lever, donc du coup entre chaque game ou en tout cas assez fréquemment, qu'il fallait être bien donc au carré avec les bras soutenus devant le PC. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut appliquer nous en tant que casu, enfin du casu aux joueurs pro, enfin des choses simples qu'on puisse mettre en place pour éviter d'avoir des problèmes? Techniquement, il y en a des dizaines. Je vais vous citer les plus importantes. Une chose qui est très importante, c'est l'activité physique. Et ça va au-delà de l'e-sport, c'est d'avoir une activité physique régulière. Activité physique ne veut pas dire sport. C'est-à-dire que si vous sortez, que vous marchez une demi-heure par jour, c'est de l'activité Oui, c'est physique. déjà bien, C'est ouais. pas du sport. Ouais. Et une séance de yoga, nous, ça, c'est quelque chose, je pense que je peux le dire sans prétention, parce que c'est Riot qui me l'a dit, on a réussi à systématiser l'activité physique chez les équipes professionnelles.
Donc, ils Mm. vont quasiment tous en salle de sport. Et quand ils le font pas, ils ont un cours de gym le matin en équipe avec tout le staff. Et ça, c'est fondamental, c'est protecteur. Et en plus, quand vous faites de l'activité physique, vous sécrétez des endorphines. Pour les plus jeunes qui savent pas forcément, l'endorphine, c'est l'hormone du plaisir. Et quand vous faites du sport, au bout d'un certain temps, vous la générez. Et c'est pour ça que vous ressentez ce bien-être après avoir fait de Ouais, l'activité c'est le côté physique. calmant, c'est ça? Ouais. Exactement. Ça détend et ça donne une sensation de bien-être. OK. Donc, d'ac- là, je parlais avec des joueurs la semaine dernière. Il y en a un, il me disait, bah, écoute, je sais pas quoi faire et tout. Et puis on discute et il se trouve que c'est un joueur espagnol. Et il vit chez ses parents, il a une piscine. Et je lui dis, bah, écoute, tu vas faire quelques longueurs. Une fois me nager, j'aime pas. Bon, bah, je lui fais un programme d'aquagym et il fait des mouvements dans l'eau. C'est un truc assez challengeant quand même, avec des répétitions fortes et tout. Et il a vraiment l'impression quand il fait ça de faire du sport et c'est très protecteur pour lui. Et alors, si jamais on n'est pas du tout sportif, qu'on est très sédentaire, qu'on passe beaucoup de temps devant notre ordi et qu'on se dit mince, faudrait quand même que j'essaye de prendre une activité sportive. Comment on fait? Par quoi on commence? Parce que Il c'est faut pas trouver ce facile, qui vous hein? plaît. Voilà. On a souvent, ça part souvent de mauvais souvenirs de l'école qu'on a. Quand on est réfractaire au sport, c'est vraiment des mauvaises expériences qu'on a eues. Et il y a probablement quelque chose qui va vous plaire. C'est à vous Ouais. d'identifier si vous avez un profil plutôt à faire le sport de votre côté tout seul ou si vous êtes plutôt collectif. Il faut voir aussi les possibilités. Et si vous êtes urbain, vous n'allez pas pouvoir faire accès au même panel que quelqu'un qui vit en province. Donc c'est très important de trouver ce qui correspond à votre type, le temps que vous êtes prêt à consacrer. Et après, Et comme je disais, ça peut partir de la marche, simplement. ouais, on y va Vous allez tranquille, quoi. avec votre copine, avec votre mère, ou juste avec vos écouteurs, écouter un podcast, allez faire une bonne marche en extérieur pendant une demi-heure. Et non seulement vous allez avoir le bénéfice de l'activité physique, mais en plus, il y a deux autres choses dont j'allais y venir après l'activité physique, c'est la lumière naturelle et l'air frais. D'accord. Euh, Ça, c'est un des travers du gaming. Il faut savoir que beaucoup de joueurs ont recours à la vitamine D en complément parce qu'ils ont une exposition à la lumière naturelle qui est insuffisante. Ah ouais, carrément. Et la lumière naturelle, ouais, c'est la lumière naturelle, c'est protecteur contre la dépression. D'accord. Et donc c'est très important d'avoir un accès au soleil, pas à la lumière artificielle. Et en plus pour le biorhythme et pour avoir une horloge biologique qui est correctement réglée, c'est aussi important de s'imprégner de. On est comme les plantes, hein. On a besoin d'eau, d'air et de lumière. Bah, c'est pareil. Être à côté d'une fenêtre, c'est pas aussi efficace que de sortir. Donc une sortie quotidienne, on va s'aérer, on va respirer de l'air frais, D'accord. on va prendre de la lumière, c'est le top. Ok. Et donc, tu disais par rapport à la lumière, ça me fait penser à un autre problème qu'on rencontre souvent quand on est souvent sur ordinateur, c'est les yeux. En fait, on peut Mm. fatiguer très vite. Enfin, moi, j'ai jamais porté de lunettes de ma vie, et là, je me retrouve avec des lunettes parce que je passe trop de temps devant un ordinateur. Enfin, comment est-ce qu'on peut faire pour se protéger et pour éviter d'avoir mal aux yeux quand on est. Parce qu'au bout d'un moment, quand on joue trop, on voit plus rien, quoi. Tout à fait. Alors, souvent, c'est une problématique de lumière bleue. Vous allez voir des constructeurs qui vont vous vendre des écrans qui sont anti-lumière bleue et tout, et on pense qu'on a réglé le problème. Non. Hmm. L'autre gros problème des écrans, c'est la distance. Là, je suis à D'accord. une distance donnée de mon écran, et si jamais je vais jouer ou quoi, je vais toujours à cette même distance. Ah, c'est quoi la bonne Pour distance s'adapter alors? à... Parce que là, Comment? c'est quoi la bonne distance? Parce que là, par exemple, je touche pas l'écran. Est-ce que je suis à la Une bonne longueur de bras. à peu près une longueur À de peu bras, près. c'est bon? Bah, je suis Ouais, bien alors. minimum. D'accord. Donc, on Et, essaye de pas se mettre plus près. donc, Ok. quand vous êtes à cette Mm. distance-là, Mhm. le cristallin dans l'œil, il va se contracter ou se dilater pour s'adapter à la distance à laquelle vous êtes. Si vous êtes tout le temps sur votre PC, votre cristallin, il va être toujours dans la même position. Toujours, au même niveau de contraction. Et il utilise des micro-muscles pour le faire, Qui nous force, quoi. qui vont être toujours Ouais. dans la même quantité d'effort. C'est comme si vous aviez votre bras qui restait toute la journée comme ça. Vous ne le Mm. supporteriez pas. Eh Ouais, ben, vous avez besoin qu'il soit dans d'autres longueurs. Les muscles, ils ont besoin d'être à différents niveaux d'étirement et à différents niveaux de contraction. d'accord. Donc, pour faire ça, ce qu'il faut, c'est de sortir ou alors de se mettre à la fenêtre et de regarder des choses qui sont lointaines. Des arbres qui sont loin, des immeubles qui sont loin. Et vous allez rester à peu près 30 secondes à les fixer, le temps que le cristallin se détende. Il va se dilater, il va accepter cette distance, il va s'y fixer et il va se relâcher, surtout par rapport à l'effort que vous lui faites régulièrement. D'accord. Et ça, faut le faire tous les combien de temps? Enfin, combien de temps par jour? Alors, Isabelle Stock, qui me parlait de la règle des 30 30 Ouais, 30. on m'avait dit ça. C'est 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 une règle d'ophtalmo.
pour expliquer, c'est toutes les 30 minutes, regarder 30 secondes à plus de 30 mètres. C'était l'idée de C'est la règle ça. 30-30-30. Alors du coup, tu es Sincèrement, pour d'accord les ou pas? gamers, ouais, je suis d'accord, mais pour les gamers, je sais que se lever toutes les 30 minutes, c'est illusoire. Du coup, Ouais, je dirais tu disais tout plus, à l'heure qu'il fallait chercher un verre d'eau, donc voilà. voilà. On peut Quand vous regarder faites votre dehors verre en même d'eau, temps. tout à fait. En allant chercher votre verre d'eau, vous faites un arrêt devant une fenêtre et vous en profitez pour regarder à l'extérieur. Sinon, si vous passez dans votre salon, vous regardez un objet qui est lointain, ça ne sera pas 30 mètres, mais c'est pas grave, ça va déjà faire une détente du cristallin. Si vous avez un jardin, vous regardez dans votre jardin. Et si vous vivez dans un petit studio, eh ben, vous passez la tête par la fenêtre et vous regardez le ciel. Mais en tout cas, il faut aller venir chercher ce relâchement au niveau des yeux. Donc, vous pouvez tout faire en même temps. C'est ça qui est cool. Si vous Ouais. arrivez à vous imposer, si vous jouez beaucoup, bien sûr, si vous jouez 2 heures par jour, il n'y a pas besoin de vous embêter avec toutes ces règles-là. Mais si vous êtes dans Hmm. une phase de votre vie, une période de votre vie où vous jouez beaucoup, essayez au moins de vous protéger en faisant ces pauses régulières et en vous imposant de temps en temps d'aller regarder l'extérieur et des choses lointaines. Tu sais, il y a notre président de Brésistance qui dit qu'il faut mettre son frigo à 30 mètres dehors. Non, moi, ça C'est une marche aussi. excellente idée. Derrière la piscine. C'est ça. Bah, faut avoir une piscine aussi, c'est pas évident, hein, mais Ouais, ouais, ouais. c'est pas donné à tout le monde, non. Ok, ok, donc ouais, là on a couvert déjà pas mal de problématiques qui peuvent se poser aux joueurs. Et d'ailleurs, c'est aussi des choses qui s'appliquent quand on télétravaille, hein, je pense. Rester assis devant un ordinateur, ça peut concerner beaucoup d'autres gens que les joueurs de jeux vidéo. Les Et lumières, je vais en profiter pour parler de lumière bleue aussi, parce que ah bah oui, tiens, l'exposition, les écrans génèrent de la lumière bleue. Il y a deux types de lumière. Il y a la lumière orange et la lumière bleue. Les écrans génèrent de la lumière bleue. C'est quelque chose qui dérègle l'horloge biologique. Elle a une vraie incidence. Il y a d'excellentes études qui ont été faites par hmm, l'Institut de l'INS sur le sujet. Enfin, pour ceux que ça intéresse, ils ont fait vraiment des études de grande ampleur. Et on se rend compte en fait que l'exposition à la lumière bleue perturbe l'horloge biologique et que y être exposé avant d'aller se coucher, ça va différer votre endormissement et vous allez avoir un endormissement et un sommeil de moindre qualité. C'est très important, au moins une demi-heure avant de se coucher, de couper cette exposition. Donc prendre son smartphone, c'est ce qu'on de la lumière bleue, même si vous activez le filtre. Il va réduire, mais il ne va pas réduire complètement les rayons que vous allez recevoir. Donc l'idéal, si vous pouvez, écoutez, enfin, si vraiment vous tenez à du numérique, écoutez un podcast avant de vous endormir, faites une séquence de méditation, relâchez-vous. Mais évitez d'avoir des écrans entre le moment où vous coupez et où vous fermez les yeux parce que vous allez moins bien dormir et ça va être moins récupérateur. ouais, et puis du coup, on sait à quel point le sommeil est important aussi pour les performances. Donc ça concerne plus les joueurs pros, parce que les casus vont moins s'y intéresser, mais Ouais, bah ça je ça peux en reste un vrai parler. problème. Vas-y, Les, vas-y, les c'est joueurs, intéressant. les joueurs pros, du fait de leur jeu, ont tendance à dormir très tard. C'est pas parce que c'est des mauvaises habitudes ou quoi, c'est qu'ils sont obligés, comme il y a des parties de leur niveau commencent généralement en début d'après-midi, et ça va jusqu'à tard dans la nuit. Et s'ils veulent challenger des gens de leur niveau, ils sont obligés de jouer à ces heures-là. Il y a seulement une équipe qui avait essayé il y a quelques années sur CS de forcer tous ses joueurs à arrêter à 22 heures. Ils ont performé pendant un an et c'est devenu compliqué ensuite. Donc l'idée en fait c'est que nous on a pris ça en compte quand on faisait les règles d'hygiène de vie et on leur a dit ok vous vous couchez tard, c'est un fait, mais vous vous couchez toujours à la même heure. Parce qu'il vaut mieux avoir un rythme qui est imprégné et il vaut mieux se coucher tous les soirs à 2 heures par exemple Hmm. et se réveiller tous les jours à 9 heures et d'avoir vraiment cette régularité pour avoir une horloge biologique qui est bien calibrée, pour pas subir la fatigue en journée, que de vous coucher un coup à minuit, un coup à 3 heures, puis refaire minuit. Là, ça va complètement vous dérégler et en journée, vous allez subir de la somnolence, et vous allez être moins performant dans le jeu en plus. Donc il vaut mieux être bien calibré, bien réglé, quitte à se coucher tard. D'accord, ok. Alors, ça me fait penser à autre chose. Donc là, on a couvert les problèmes posturaux, les problèmes de poignet, les problèmes de vue, de sommeil, etc. Et dans le monde de l'e-sport, donc, il y a des gens qui s'intéressent à ces problématiques de santé ou qui ont pu déjà expérimenter des douleurs. Et quand on cherche des infos sur Internet, on a tendance à voir des gens qui vendent des solutions miracles un peu, comme les trucs qu'on met au poignet là, qui sont censés réduire la fatigue du poignet, etc. Est-ce que c'est des choses auxquelles on peut faire confiance ou est-ce que ton avis de kiné c'est que c'est pas terrible? Alors, mon avis, malheureusement, 9 fois sur 10, c'est du pipeau. On le calibre e-sport pour vous faire croire que c'est des choses qui sont spécialisées, mais souvent c'est soit des solutions qui existent déjà ou qui sont pas adaptées. Aujourd'hui, si vous voulez par exemple protéger votre poignet quand vous jouez, vous pouvez acheter un coussinet de souris. Ça va vous coûter 10 € sur Amazon.
enfin, si on utilise Amazon. Ça sert à rien d'aller acheter des trucs qui sont tagués e-sport, mais Bah, qui ont pas vraiment. e-sport, c'est juste pour vendre plus cher avec des LED RGB dessus. Exactement. Après, si on a des études, si on montre des études qui montrent que ça joue mieux, je veux bien, mais je pense que je connais assez le sujet et j'ai assez visité le monde de l'e-sport pour savoir que souvent ça repose sur des bases scientifiques inexistantes. Donc, Ouais, donc ça sert à rien de casser la tirelire, il vaut mieux préférer une petite c'est marche d'une ça. demi-heure par jour et au moins c'est gratuit, quoi. Exactement. Et c'est comme les Ouais, fauteuils. Il y a un truc qui est très intéressant, c'est que ça m'est arrivé souvent qu'on pose la question au niveau des fauteuils, est-ce qu'on doit acheter des fauteuils ergonomiques à 800, 1000, 2000 euros? Non, non. Ce qu'il faut, un fauteuil, ce qu'il faut, c'est qu'il soit paramétrable. Le fauteuil, il doit s'adapter à votre morphologie. d'accord. Et il faut qu'il puisse vous permettre d'avoir une bonne position quand vous êtes Ah, devant votre PC. les accoudoirs réglables en hauteur, du coup, pour être pile dans l'axe de la table, etc., quoi. C'est ça. Ouais, Ce qu'on veut d'un fauteuil, c'est qu'il soit réglable. C'est plus il a la possibilité de monter les accoudoirs, de gérer la bascule du dossier, de gérer la hauteur de l'assise. S'il a ça, il a tout ce qu'il faut en fait. C'est pas le fauteuil qui doit vous donner une bonne assise, c'est le fauteuil qui doit s'adapter à votre morphologie pour que vous puissiez vous installer et, la position qui est bonne pour vous. et les soutiens lombaires et les soutiens de cervical sur les fauteuils gaming, ça sert à quelque chose ou pas? Alors, soutien lombaire, oui, c'est très bien, D'accord. et surtout utilisez-les si vous les avez. Souvent, on dit que alors, l'angle entre l'assise, donc là où vous posez vos fesses, et le dossier, on tolère à peu près, donc pas 90, mais on tolère 100, mais ça peut aller jusqu'à 120. Mais 120, c'est quand même déjà Faut pas beaucoup être trop en penché en arrière dessus. non plus. Ouais. Mais 90-100, c'est très bien, c'est D'accord. un bon secteur. Euh, ce qui est important, donc le soutien lombaire, il va venir créer du contact avec les lombaires et il va décharger la force de pression qu'elles vont subir sur la durée. Donc le soutien lombaire, c'est top. Le soutien cervical, sincèrement, je l'ai très souvent vu, mais je l'ai rarement vu utilisé. C'est-à-dire que je le vois sur les chaises, mais assez souvent, les gens sont antéprojetés, c'est-à-dire ils ont le corps qui est en avant par rapport à le fauteuil, et ils utilisent assez peu ce soutien derrière. Moi, j'ai un conseil, j'en profite pour ça. Si vous avez un écran face à vous, alors pour les règles de hauteur de l'écran, généralement on dit milieu des écrans à hauteur des yeux ou sommet de l'écran à hauteur des yeux. Vous avez trouvé dans la littérature, ça n'a jamais été vraiment tranché, mais moi ce que je vous conseille par contre, c'est la bascule postérieure. C'est-à-dire que si l'écran est devant moi là, je vais le basculer un petit peu, comme vous pouvez le voir, de façon à ce que si l'écran est légèrement basculé en arrière, ça va vous forcer vous à relever la tête pour bien voir. Ouais, Et à si vous regarder relevez plus la tête, haut. Ça met les ouais, cervicales dans l'axe et tout ça, quoi. exactement. Et la D'accord. tête repose sur les cervicales et elle est faite pour ça. Les cervicales sont faites pour supporter le poids de la tête. Et vous n'êtes pas penché en avant et vous n'avez pas Ouais, des on muscles suspend pas trapèzes sa qui tête sont en devant. tension. Donc on Ouais, bascule juste un peu l'écran en arrière et ça nous aide à mettre notre tête dans une meilleure position. exactement. 10 degrés D'accord, en arrière, ça suffit largement. super. Alors il y a une question Là, sur le chat là, du coup, ouais, on me demande est-ce qu'il vaut mieux une meilleure assise pour le postérieur ou pour le dos pour un bon siège? pour le dos, pour les lombaires. Parce que c'est vrai que l'inconfort postérieur, il existe, hein. Il y a des gens qui vont avoir tendance à mettre un coussin. Quand vous avez un inconfort au niveau postérieur, ça peut être intéressant de chercher la position des jambes, parce que souvent c'est dû à un angle entre la colonne donc, et les jambes qui n'est pas idéal, et vous êtes peut-être sur une position de l'inconfort, il peut être généré par cet angle qui est trop ouvert ou trop fermé. Plutôt que de venir chercher une mauvaise position du dos pour contrecarrer ça, jouer sur les jambes. Et pour jouer sur les jambes, on fait quoi? On met de la hauteur sous les pieds. Parce que si vous venez mettre de la hauteur sous les pieds, donc là c'est mes jambes, hein, elles vont rehausser un peu et vous allez jouer sur cet angle-là. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'explique, mais Donc d'avoir si je résume, d'avoir si on veut avoir moins mal aux fesses, il faut se mettre un repose-pied, c'est ça? surélevé un peu les pieds, c'est ça. D'accord, Vous essayez de ok. surélever un peu les pieds. Si ça marche pas, vous jouez avec l'angle du dossier. Et vraiment, sinon, vous avez recours à un coussin. Le problème du coussin, c'est que du coup, il va rehausser vos fesses. Vous allez avoir les jambes qui vont être tombantes. Et du coup, ça va créer une tension au niveau des vertèbres, au niveau des lombaires, qui vont devoir tenir et lutter contre cet affaissement qui vous ferait glisser comme sur un toboggan. Ouais. Donc, si vous mettez un coussin, vous mettez par contre systématiquement un Un, marchepied pour poser les un pieds. repose-pied, ça se trouve facilement dans à peu près tous les Ouais, bons j'ai magasins, dit un quoi. marchepied, mais vous mettez un carton, vous mettez des bouquins, vous mettez ce que vous voulez, mais un truc sur lequel vous avez les pieds bien à plat.
D'accord, donc pour répondre à Ikuzu, l'idée c'est d'avoir un fauteuil qui soit approprié pour le dos et après pour le confort Ouais, c'est ça. du fessier, on s'adapte. D'accord. Tout à fait. Le confort lombaire. Un dos qui est bien posé sur le dossier, qui tient bien, et vraiment des lombaires qui soient supportés et vous êtes à l'aise au niveau des lombaires quand vous jouez. C'est hyper important. D'accord. Alors là, on a pas mal parlé de tout ce qui va toucher les gamers PC, parce que c'est vrai que c'est là que toi tu es intervenu sur League of Legends, et puis nous chez Brazy Sport, on est gamer PC aussi. Mais on est au Stunfest ici, et le Stunfest c'est quand même avant tout le jeu de baston, le jeu d'arcade. Donc quand on joue avec du coup une manette ou avec une platine d'arcade, etc., on n'est pas du tout dans le même genre de position, on n'a pas du tout les mêmes habitudes de jeu. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que tu vois des pathologies spécifiques? Et quels conseils tu pourrais donner aux joueurs qui sont plus dans leur salon à la manette, quoi? Alors oui, le problème du joueur console, c'est qu'il n'y en a pas deux qui ont la même position. Ils peuvent être, il y en a qui vont jouer allongés, il y en a qui vont jouer avec les jambes croisées, complètement en recul comme ça. Le plus souvent, ce qu'on voit souvent avec les joueurs console, c'est qu'ils ont tendance à être très enroulés vers Très l'avant. penché comme ça, C'est-à-dire ouais. que, ouais, ils rapprochent la tête de l'écran et ils ont la manette qui est assez haute. Et du coup, ils ont une fermeture ici, on a de la cage thoracique. Ils ont la tête qui redescend vers le bas. Et du coup, ça met beaucoup de tension. Si vous êtes fumeur, en plus, vous rétractez l'espace pulmonaire. Et ça, c'est pas top du tout. Donc, ce qui est très important pour les joueurs console, c'est surtout de venir chercher l'élongation et l'ouverture. Donc, quand ils vont faire une pause, quand ils vont poser la manette, ils vont bien venir Bien ouvrir aller. en arrière, ramener la tête et ouvrir la cage thoracique ici. Donc, le joueur console, il va avoir cette tête qui est très projetée en avant et qui va supporter la charge. Donc, lui, s'il aime bien faire du sport et de la gymnastique, il va plutôt chercher à travailler pour renforcer ses trapèzes, qu'il soit capable de supporter le poids de cette tête qui est toujours en avant. Le joueur console, il doit essayer de faire toujours pareil comme le joueur PC, d'avoir les épaules qui sont relâchées. Donc s'il peut les poser sur ses cuisses, par exemple, c'est toujours mieux que de les avoir qui pendent vers l'avant et d'avoir toujours une tension au niveau des pectoraux. D'accord, donc on essaye d'éviter d'être vautré dans le canapé, et si on joue vautré dans le canapé, on fait des pauses et on s'étire, quoi, au Exactement. maximum. Et il faut savoir aussi qu'avec la manette, donc on sollicite beaucoup le pouce. Assez étonnamment, on ne trouve pas une prévalence plus importante de pathologie au niveau du pouce chez les joueurs console que chez les joueurs PC. Par contre, il y a quand même un truc auquel il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle la ténosynovie de Kervin. C'est un nom Oula. barbare, mais c'est une pathologie inflammatoire de cette zone-là, en général. Donc, c'est quand on vient appuyer ici, on va sentir une douleur. Si vous sentez une douleur là, ou un peu plus bas sur le poignet ici, quand vous appuyez, et que vous êtes joueur console, c'est probablement que vous avez une surutilisation donc, du pouce. Il faut savoir que chez les joueurs, le pouce, ça peut être les boutons latéraux de souris qui sont surutilisés aussi. Donc, quand c'est le cas, c'est simplement des exercices d'élongation. On vient prendre son pouce, on le ramène en arrière, C'est comme on ça? ouvre l'angle, on bouge un petit peu. Alors, je te vois pas, mais je te fais confiance. Ouais, ouais, bah, j'essaye de faire. Ok. Donc, on vient vraiment en ouverture, en mobilisation. Et pareil, si ça dure, si ça s'installe et que ça commence à vous faire mal spontanément, sans même utiliser la console, vous en parlez à votre médecin, bien sûr. D'accord, ok. Donc, ouais, donc c'est pas si différent que des joueurs PC au final, Non, non, pas à du peu tout. près les mêmes Non, genres de pathologies, quoi. exactement. Ouais. D'accord, d'accord. Mais c'est très bien. Si jamais le chat, n'hésitez pas à. Alors, il y a du coup notre président qui demande est-ce que les pouces ont tendance à se déformer un peu pour les joueurs manettes? Ouais. Mais pour les joueurs manettes et pour les joueurs PC aussi, un joueur qui va jouer pendant plusieurs années, il va forcément avoir une déviation des pouces, il Ah va ouais? forcément avoir des contraintes au niveau de ses doigts qui vont faire qu'il va avoir des doigts qui vont plus être droits et bien alignés. Et ça, c'est inhérent à tous les gens qui travaillent sur PC. Et c'est une pathologie du XXIe siècle, hein, clairement. On l'avait déjà avant avec d'autres corps de métier qui utilisaient beaucoup les mains. Et aujourd'hui, on va l'avoir massivement avec tous les gens qui travaillent sur PC. D'accord, ok. Alors, du C'est coup, pas dramatique en soi. Ça peut être arthrogène, ça peut générer de l'arthrose à long terme, mais c'est pas dramatique. et donc, si jamais on se rend compte donc on fait des erreurs comme ça et qu'on commence à avoir mal, est-ce que c'est trop tard pour changer? Ou est-ce Non, qu'on peut jamais. rattraper vers qui on peut se tourner pour du Euh, coup rattraper quelque chose, rattraper des mauvaises postures ou des douleurs qui commencent à venir sans être trop graves? Alors, la première indication, si douleur il y a, en tout cas, si il y a du signe pathologique, c'est le médecin.
c'est Ouais, toujours de commencer par la case médecin généraliste. Et ça, faites gaffe, hein, sur Internet, vous allez toujours trouver des gens qui vont vous conseiller d'aller voir directement un énergéticien, un chiropracteur ou je sais pas quoi. Commencez toujours par un médecin généraliste. Quand vous avez des signes pathologiques, c'est lui qui va faire la d'accord. réorientation derrière. Après, évidemment, non, justement, quand on est jeune, c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut effacer des mauvaises années de pratique avec juste un peu d'exercice physique. Et pour nous, les kinés, c'est du pain béni, hein, les patients jeunes, parce que avec un peu d'adaptation de l'hygiène de vie et de l'activité physique, on arrive à corriger des années de mauvaises habitudes. Donc c'est surtout, ne vous dites jamais que c'est mal barré. Bah là, il y a Brasi Sport qui va éditer bientôt des fiches de conseils sur les Oui, postures et tout, donc essayez de les prendre et suivez-les. On a fait ça ensemble avec Santé e-Sport. Et si vous trouvez en plus, alors si vous cherchez un praticien, sur le site de l'association, on a une liste de praticiens qui sont répartis aux quatre coins de la France. N'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui connaît bien cette problématique et qui a été formé et qui pourra bien vous aider dans l'installation de votre poste. d'accord. Et à défaut, quelqu'un spécialisé en kinésithérapie du Hum, sport, il peut aider peut-être aussi? Tout à fait, ou un ergonome. Un ergonome? Ouais, vous pouvez trouver des qui vont intervenir. Il y a même des ostéos qui sont spécialisés, enfin qui sont spécialisés dans l'e-sport, non, mais qui connaissent bien l'e-sport ou qui interviennent auprès d'équipes e-sport et ils pourront vous donner d'excellents conseils. Et là, j'ai une question de Spartacus sur le chat. Donc, on a beaucoup parlé de problèmes posturaux, de problèmes musculo-squelettiques. Et il nous demande est-ce qu'on a des éléments au niveau de la santé mentale, du stress, la pression, les burn-out, mais aussi les aspects positifs. Donc, que c'est vrai que jouer, ça peut nous aider à se détendre, à penser à autre chose, etc. Est-ce qu'il y a des études en fait sur genre la santé mentale et les joueurs? Alors, des études carrées, je sais qu'il y en a qui, il y en a une qui a été faite, il me semble, en Suède. C'est Nicolas Besançon qui l'avait partagé. En Ouais, tout cas, d'expérience, c'est un fléau. Dans l'e-sport, faut vraiment imaginer ce que c'est. Alors moi, je vais vous parler du monde professionnel parce que c'est ce que je connais le mieux. Euh, dans le monde professionnel, c'est des jeunes qui vont quitter la maison entre 16 et 17 ans. Ils vont passer d'un univers qui est un cocon chez papa-maman, où ils n'ont rien à penser, on s'occupe d'eux. Et d'un coup, ils arrivent dans une gaming house, ils voient ça comme un rêve, parce qu'ils vont dans mm. un endroit où ils vont faire que jouer, où ils vont être payés pour jouer. Mais ils se retrouvent dans un milieu qui est hyper compétitif, avec des gens qui sont d'autres cultures, Les où ils sont obligés de parler en responsabilités, anglais tout le temps. la Ouais. pression et tout ça. Et il y a une pression qui est omniprésente. Que à la moindre contre-perf, vous le sentez passer. Clairement, les autres savent vous faire sentir que c'est de votre faute. Et du coup, il y a des phénomènes d'anxiété. Moi, j'ai vu des somatisations chez les joueurs qui sont terribles, terribles. Des gamins qui dorment pas la nuit, des sclarifications. Enfin, il y a vraiment des. Ça peut aller très très loin. Et le burn-out du joueur, c'est malheureusement quelque chose de très fréquent. Et si vous suivez l'actualité e-sport, vous avez dû en voir passer Ouais, c'est des sûr, hein. dizaines. Rien que sur la scène Moi, Overwatch que je suis, il y a énormément de jeunes joueurs qui partent en retraite pour des motifs de santé mentale, de burn-out, de il y a un dépression, moment, les parents etc. disent ça suffit, quoi. Tu reviens à la maison, c'est n'importe quoi. Je suis en train de développer un module pour les managers, justement, et j'ai eu la chance d'en parler avec un manager français assez célèbre, je peux pas le citer malheureusement. Mm. Et il me disait que il a jamais eu une année où sur son équipe de 5 joueurs, il n'en avait pas trois qui l'appelaient au milieu de la nuit en pleurs et où il devait faire des interventions régulières parce ils subissent pas ils subissent trop la pression. Et en plus, il y a une précarité, et c'est des contrats d'un an, les joueurs, hein, c'est pas ils savent jamais si ça va être reconduit ou pas, ils ont la pression d'un remplaçant. C'est pour ça aussi que nous, on a un vrai problème par rapport aux blessures, c'est qu'ils en parlent pas. Ouais. On est obligé, nous, de les observer et de trouver les problèmes nous-mêmes, parce que si vous les écoutez, tout va bien. Ouais, mais Ils c'est ont parce toujours qu'ils ont peur peur, d'être ils ont peur de remplacés. perdre leur place en fait. Le rêve s'arrête et que, voilà. Que si jamais ils vont pas bien, on va donner leur spot à quelqu'un d'autre et puis. Et là, du coup, ça, Exactement. c'est ce que tu décris, c'est vraiment les problématiques qui touchent les joueurs e-sportifs professionnels ou semi-professionnels. Et c'est vrai que ben, la très forte compétitivité, le rythme imposé, etc., c'est hyper dur. Qu'est-ce que. Donc là, on parle vraiment des e-sportifs pros. Qu'est-ce qu'on peut faire à leur échelle pour essayer d'éviter qu'il y ait autant de problèmes de santé mentale? Est-ce qu'on peut former les managers? Parce qu'après, les managers ne sont pas forcément des professionnels de la santé Exactement. mentale. C'est compliqué à gérer tout ça, hein. Enfin, Exactement. Déjà, le manager, il doit connaître sa limite. Alors, c'est vraiment des problématiques qui me tiennent à cœur parce que justement, je conçois des modules de formation pour les managers. C'est connaître ses limites. C'est-à-dire que même moi, en tant que kiné, ça m'a, je connais mes limites.
Quand j'ai eu des joueurs qui m'ont parlé de certaines choses, je les ai alertés, eux et le staff, sur le fait qu'ils devaient être aidés et accompagnés, Mmh. et qu'il y avait un risque réel. La dépression, c'est une maladie mortelle, il faut bien comprendre ça. La dépression, c'est une maladie qui mène au suicide. Et ça, il y a eu des suicides dans l'e-sport. Vous avez suivi, c'était Scarlett, enfin, Mmh. il y a eu des cas de suicide dans l'e-sport. Donc c'est très très important d'identifier les risques. Si un joueur qui d'un coup va s'enfermer, va moins communiquer avec les autres, va avoir des idées noires, il va être plus lent dans son élocution, il va pas aller manger avec les autres, il va avoir le teint triste, il va moins rire et il va moins sourire. Et ce joueur-là, il faut y faire hyper attention. Parce que on sait jamais comment ça peut évoluer et il faut connaître ses limites. Il y a des managers qui pensent que, ils ont un super contact, qu'en parlant avec le gars, ils vont le Ouais, mais soigner. Non, non, non. Parfois, il ça faut vraiment s'invente pas, c'est limiter. du vrai soin qu'il faut faire. Mais je pense, Exactement. dans l'e-sport Overwatch, par exemple, il y avait un joueur assez connu qui est sur la scène depuis le début, qui a eu une grosse phase de dépression et qui en a parlé. Alors ça, déjà, c'est bien parce que souvent, c'est un peu tabou, on n'ose pas, ça fait un peu un aveu de faiblesse. Là, il en a parlé et il a dit que lui, il n'était pas très fan de l'idée d'aller à un cabinet de psychiatre ou de psychologue et qu'il avait trouvé une solution avec un suivi par téléphone avec quelqu'un natif de son pays, donc il pouvait parler sa langue maternelle et qui trouvait que c'était largement, c'était déjà vachement bien en fait d'avoir Mais bien sûr, une espèce bien sûr. de ligne de secours où on peut parler régulièrement avec quelqu'un qui nous aide à structurer un peu notre vie et notre pensée. Tout à fait. Nous, ce qu'on faisait systématiquement avec les joueurs, c'est qu'on redirigeait vers les ambassades. Parce qu'en effet, souvent, ils parlent en anglais Mm. pour le jeu, ils maîtrisent la langue anglaise quand ça concerne le jeu. Mais pour parler de leurs émotions, parler de leurs difficultés, c'est beaucoup plus dur de s'exprimer dans une autre langue. Et du coup, on conseillait d'aller vers les ambassades parce qu'elles ont toujours des répertoires de professionnels de santé qui permettaient Ouais, de qui trouver parle des leur gens langue. qui parlaient votre langue. Ouais. Et après, pour en venir à une problématique plus générale, la dépression et tout, c'est des facteurs en plus malheureusement qui sont accentués avec le manque d'exposition à la lumière, ce dont je parlais tout à Mm. l'heure, par l'obscurité, parce que quand on joue, souvent on a tendance à jouer le soir Dans le et dans le noir, noir. effectivement. On a des problématiques d'hyper-compétitivité dans les jeux, de toxicité, et d'être dans ces spirales un peu noires, eh ben, ça peut être un facteur accélérateur de problèmes de dépression et d'idées noires. Donc faut faire vraiment attention à ça. Surtout que souvent, ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont, quand on parle de joueurs amateurs, qui sont dans une période de leur vie où ils n'ont pas de job, où ils n'ont pas de perspective, ils savent pas trop où ils vont. Et en fait, le jeu, c'est hyper confortable parce que c'est un cocon. Et on rentre Mm. dans le jeu et on fait une bulle autour de soi et on voit juste le jeu, tout le temps le jeu. Mais du coup, là, Et ça peut être positif, ça peut aider aussi à reprendre des ah contacts oui, avec des oui, gens, une activité, bien sûr. une passion, Alors ça, etc. Ouais. jamais tu Mm. m'entendras cracher sur le jeu vidéo. Le jeu vidéo, ça peut être salvateur, ça peut être, Ouais, je veux parce que dire, c'est Sparta qui nous posait aussi la question. Il disait dans les médias, on voit souvent des choses sur l'image des jeux vidéo où on va vilipender le truc et dépeindre les choses. C'est vrai que quand on parle donc des graves problèmes de dépression et de burn-out, là, on parlait vraiment des joueurs e-sportifs à haut c'est niveau un qui sont, microcosme, voilà, bien sûr. qui Ouais. sont dans le microcosme de la compétition et qui en plus, moi je trouve que le facteur jeunesse, c'est terrible aussi. C'est qu'on prend des gamins et on leur demande d'avoir un comportement de professionnel dans un monde professionnel hyper compétitif Tout à alors fait. qu'ils n'ont aucune idée de comment on se comporte et comment on peut encaisser ça en fait. Enfin, c'est Et mettre je vais te dire un truc une qui va pression peut-être te terrible. surprendre. Je vais te dire un truc qui va te Mm, surprendre, mais il y a des professionnels, des joueurs pros qui sont mineurs. Aujourd'hui, on peut tout à fait avoir une auto-entreprise à 14 ans en mm. France et légalement travailler pour un club et Ouais, pour mais une équipe sportive. il y a même On des a gros des joueurs pro qui mineurs. ont 12-13 ans là sur Fortnite surtout qui touchent un C'est public ça. assez jeune. Un... Et après cette interview, je vais aller en voir des joueurs de Fortnite Pro. Et en effet, il y en a la moitié qui sont mineurs. Mm, Et du coup, c'est aussi un enjeu. Et c'est aussi pour ça ça nous tient à cœur à cet e-sport parce que pour s'arracher de cette image mm. pénible qu'on retrouve dans les médias, où on assimile toujours l'e-sport à problème de comportement violent, l'obésité, sédentarité, ils parlent que de ça en fait. Ouais. Et alors qu'à côté de ça, ils disent jamais que bah, les e-sportifs sont plus consommateurs d'activités culturelles, ils sont des plus grands consommateurs de sport, ils sont des plus grands consommateurs de représentations sportives, ils vont plus souvent au cinéma, ils vont plus souvent au théâtre, ils sont plus grands, ils achètent plus des produits culturels, musicaux, Puis des la vie bouquins. sociale aussi. Ça, La comment? vie sociale aussi, parce que mine de rien, La vie sociale, bien sûr, c'est des bien sûr. communautés, c'est rencontrer plein de Complètement. gens, c'est faire.
faire Donc des je tonnes de comprends, tu as choses des en gens même qui temps. sont différents, Mm, qui sont d'autres catégories socio-professionnelles, qui mm, ont d'autres codes culturels, et c'est hyper enrichissant dans une construction en tant que personne à cet âge-là d'avoir cette expérience-là. Donc mm. oui, ça ils en parlent jamais bien sûr dans les médias, hein. Ça, ça les intéresse pas. Bah Mm. alors, du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'e-sport et du haut niveau, mais du coup, vous, avec Santé e-sport, est-ce que vous intervenez que au niveau des équipes pro, etc., ou est-ce que on pourrait pas Alors, s'intéresser aux autres joueurs, c'est-à-dire l'énorme majorité des joueurs qui sont les gens qui jouent chez eux, dans leur chambre ou dans aussi, leur et salon? bien sûr, moi, ce que je conseille aux joueurs, c'est de rapprochez-vous d'associations. On a un Mm. tissu associatif qui est en train de grandir, et Sport, on a une formidable représentation. Venez Approchez-vous chez des clubs comme Brésisport, Brésisport, c'est bien. Sport, tous les autres. Il y a Euh, beaucoup d'assauts sur tous les jeux, il y a beaucoup de communautés, il y a plein de Discord, faut pas hésiter à rejoindre. Francis Sport les a référencés. Ouais. Jouez avec les autres, rapprochez-vous d'autres, créez-vous de l'interaction. Et nous, on se fera un plaisir de travailler avec les associations et les accompagner comme on peut pour qu'il y ait des bonnes pratiques en termes de santé et pour qu'elles puissent communiquer à leurs adhérents les bonnes choses. C'est tellement important. Je veux dire, c'est le cœur de l'e-sport. C'est ce Mm. tissu associatif, ces gens qui donnent, ces bénévoles qui donnent de leur temps pour faire vivre l'e-sport en France. C'est la base de tout et les grandes équipes et tout, ça pourrait pas exister s'il n'y avait pas ça. Mm. Donc, il faut faire vivre ce tissu associatif, il faut faire vivre ces bénévoles. Tu parlais de Francis Sport, donc je précise un petit peu pour ceux qui nous regardent. Du coup, c'est une association qui est extrêmement intéressante et qui relaie beaucoup d'informations scientifiques et autres sur le milieu du sport en France. Et notamment, il y a un annuaire. Et sur cet annuaire, vous pouvez. Donc, c'est un gros fichier Excel avec plus de 1000 associations, je crois. Ouais, Et sur tous les jeux, c'est classé par ville et par région. Alors sachant que, donc nous par exemple sur Braze eSport, on compte représenter un peu les choses en Bretagne, mais la plupart des associations eSport, elles sont nationales voire internationales, parce que bon, on prend, il y a beaucoup une asso qui va être sur un jeu donné par exemple, elle va regrouper des francophones, même des Belges et des Suisses et d'autres francophones d'un peu partout. Donc là, vous pouvez voir où sont basées les associations, mais c'est pas forcément nécessaire quand c'est des associations qui ont des activités online. Donc n'hésitez pas à aller consulter l'annuaire de Francis Sport. C'est hyper intéressant d'être dans une structure. On rencontre plein de gens, on se retrouve à faire des interviews au Stunfest. Donc c'est vraiment et sympa. n'hésitez pas à adhérer à Francis Sport aussi. Oui, aussi, ouais. Euh, c'est Mm, gratuit, vous pouvez y adhérer, vous allez avoir accès à de l'information, vous allez avoir accès mm, à des services, et en plus, ça va donner du poids à Francis Sport, qui est l'interlocuteur aujourd'hui de l'État sur les questions d'e-sport. Et oui. c'est eux qui arrivent à faire avancer les choses, donc plus on leur donne de poids, mieux c'est. Mm. Donc n'hésitez pas à adhérer, c'est gratuit, et vous serez en plus, vous allez en avoir que des bénéfices. Et à nous, chez Brazy Sport, c'est pareil, on a adhésion prix libre, donc vous avez le droit de payer 0 € si vous voulez. Donc, mais n'hésitez pas, plus on est nombreux, voilà, plus on a du poids et plus on peut faire des choses et convaincre les autres du bien fondé de ce qu'on fait. D'ailleurs, donc, tu le Exactement. mentionnais tout à l'heure assez rapidement, mais Mehdi, on se connaît déjà parce qu'on a déjà travaillé ensemble entre Brazy Sport et Santé e-sport, puisqu'on est en train de rédiger des fiches synthétiques d'information sur des thématiques liées à la santé et aux jeux vidéo, qui sont quasiment finies. On a juste besoin de les mettre en page et d'imprimer ça. Et dès que la situation sanitaire nous permettra de faire de nouveau des actions préventielles, on aura des flyers à distribuer, mais on fera aussi en sorte que ces fiches soient disponibles en ligne, donc vous pourrez les retrouver en PDF. Et on donc résumera rapidement les conseils dont on a parlé sur la posture. On a aussi parlé des histoires de problèmes de vue, de lumière bleue, de cristallin, etc. Et on a également travaillé sur la thématique de la nutrition, donc avec les boissons énergisantes, le café, l'eau, comment est-ce qu'on se nourrit et comment est-ce qu'on boit pour être performant en e-sport et pour éviter les problèmes de santé, quoi. Tout à fait. Et donc ça, ce sera les premières fiches de, j'espère, une longue collaboration entre Santé e-sport et Brazy Sport, mais en espérant que ça puisse servir à tous les gamers partout en France, quel que soit leur niveau et leur degré de compétitivité. Voilà. Exactement. Est-ce qu'on a d'autres des questions sur le chat ou là je vois qu'il nous reste un petit peu moins de 10 minutes, donc n'hésitez pas s'il y a des gens qui veulent nous faire remarquer quelque chose, qui ont des idées. Et qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, Santé e-sport, tu disais que donc, vous êtes une association qui regroupe des professionnels de santé, etc. Quand on n'est pas professionnel de santé, est-ce qu'on peut adhérer? Qu'est-ce que Oui, vous bien sûr. faites comme activité?
Est-ce qu'il On a y une a des adhésion ressources que vous libre. proposez? Oui, oui, bien sûr. On a un très très gros projet. Alors, si vous êtes ça, malheureusement, ça concerne que les professionnels de santé. On avait l'accord de Riot Games pour aller faire une étude, la première vraie étude mondiale auprès des joueurs et sportifs. On avait accès à un pool de 250 joueurs entre les États-Unis et l'Europe. On devait tous aller rencontrer un gaming house pour leur faire passer des tests et avoir enfin une étude validée sur la santé des e-sportifs. Le Covid est passé par là, malheureusement. On devait faire ça en 2020 et on s'est pris un gros coup d'arrêt. On ne sait pas quand on pourra le faire. On espère en 2022. Et on va sûrement rajouter l'Asie aussi dans le territoire. Donc, si vous voulez venir au courant de l'avancée de cette étude et pourquoi pas y prendre part, si vous êtes professionnel de santé, c'est avec plaisir. Les Ça, gens qui ne c'est de sont la pas recherche professionnels de santé, scientifique. Donc, ça peut peut-être intéresser des chercheurs qui travaillent sur cette discipline aussi, ou de bien collaborer sûr, au bien projet. sûr. Et D'accord. moi, j'adore travailler avec des. J'ai travaillé il y a pas longtemps avec des gens qui bossent sur les neurosciences. Et si vous êtes sur d'autres domaines, qui vous avez envie de faire de la recherche dans l'e-sport, n'hésitez pas à venir taper à notre porte parce que il y a tellement de possibilités et d'ouverture et tout est à faire, quoi. C'est ça qui est génial dans l'e-sport. C'est que Ah. c'est encore neuf, tout est à faire. On défriche, on découvre, on prend des bonnes directions, parfois on se plante, mais il y a tellement, tellement de choses à faire. Et il commence à y avoir un certain nombre de chercheurs quand même qui s'intéressent à cette thématique. Là, Tout à fait. hier, sur la table ronde concernant la mixité et l'e-sport, on avait un doctorant de Rennes qui fait sa thèse sur cette thématique, donc en sciences sociales, mais sur Ah oui, bah l'e-sport. alors. Enfin, donc il y a des chercheurs de toutes disciplines qui s'y intéressent de plus en plus. Bien sûr. Nous, quand on le faisait, quand l'étude qu'on doit faire, on l'a fait en collaboration avec le laboratoire de Nicolas Besançon. Donc, pour Mm, ceux qui connaissent pas Nicolas Besançon, en termes de recherche, c'est vraiment la référence. En France, il est docteur en sciences du sport et il est hyper spécialisé sur l'e-sport. Il mm. accompagne tous les gens qui un jour ont besoin de données sur l'e-sport, de données sérieuses, elles finissent par passer par lui. Et donc, c'est son laboratoire qui nous accompagne dans cette étude, laboratoire de l'Université Paris 7. Et en effet, il y a dans tous les domaines, aujourd'hui, on a des gens qui, je veux dire, moi, je reçois au moins une fois par semaine, je reçois des demandes juste de kinésithérapeutes qui veulent faire un mémoire sur le sujet, et j'en ai accompagné quelques-uns déjà. Donc, Alors du coup, oui, c'est tu disais justement que tu encourageais les professionnels de santé à contacter Santé e-sport pour être formés sur le sujet, avoir des infos, être listés comme dans l'annuaire des professionnels de santé qui connaissent l'e-sport, etc. Donc vous êtes que des kinés chez Santé e-sport ou il y a d'autres où vous travaillez aussi majoritairement des avec. kinés. On a un médecin avec nous, on a deux ergonomes, mais là, parce que pour l'instant, on a communiqué que auprès des kinés. Mais là, l'idée, c'est que on organise nos élections et on va s'ouvrir à toutes les professions. On a juste temporisé un peu avant de le faire. On s'est donné un an pour Hmm. pouvoir vraiment avoir du recul et faire les choses bien. Et là, oui, après les élections qu'on va organiser cette année, on s'ouvre à tout le monde et les gens peuvent déjà adhérer, hein, c'est pas un problème. Parce que L'adhésion est libre, hein, il n'y a hmm. pas de. Ouais, Parce que justement, par rapport à tout ce dont on a discuté lors de cette interview, ça pourrait être intéressant que rejoignent vos rangs des nutritionnistes, des bien sûr, psychologues ou des psychiatres, et même des généralistes, puisque tu disais que le réflexe tout de à fait. base, ça doit être le généraliste. Mais enfin, je On a pense une qu'il y a pas mal équipe de généralistes, si disponible. on va aller voir en disant qu'on a un problème d'e-sportif, ils vont nous regarder bizarre quand même. Tout à fait, Donc il faut bien que sûr. tous les maillons de la chaîne soient formés et Exact, sensibilisés à la problématique. exactement. Et surtout qu'il y a plein aujourd'hui de professionnels de santé jeunes qui s'intéressent à l'e-sport et qui s'y intéressent au-delà des clichés. Et c'est ça qui est génial. C'est comme ça qu'on fera changer les idées. Je veux dire, si aujourd'hui vous allez voir votre généraliste, qu'il est d'une génération plus avancée, il risque de vous voir avec malheureusement l'image qu'il a eue par les médias ou l'image qu'il a, la représentation, lui, des jeunes qui s'aèrent pas et tout. Il risque d'avoir ces préjugés-là. Et l'idée, c'est d'avoir des professionnels de santé qui aient plus ces préjugés-là et qui comprennent le sport. C'est pour ça aussi qu'on fait ça. D'accord. Donc si vous êtes un professionnel de santé, quelle que soit votre profession, n'hésitez pas à contacter Santé Vous êtes les e-sport. bienvenus. Voilà. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas que des kinés, attention. Même si vous êtes bon. Santé-esport.fr. Voilà, c'est parfait. Eh ben écoute, c'est très bien, super intéressant toutes ces thématiques-là. On espère sortir nos fiches très très vite. Le top, ça aurait été de pouvoir les amener au Stunfest, mais bon, de toute façon, on n'est pas vraiment ouvert au public cette année. Mais l'année prochaine, on espère vous retrouver et on aura les petites fiches de santé e-sport avec nous. Et on espère pouvoir t'inviter à venir en personne la prochaine fois, ça sera beaucoup plus. Bien sûr, j'ai même mis la marinière pour faire honneur à la Bretagne.
Je suis vraiment déçu de pas avoir eu la chance de venir dans votre belle région pour cet événement et rencontrer les Bretons, parce que c'est vraiment une région que j'adore. Et puis, je tiens à vous féliciter le travail que fait votre association, parce que Bah, merci. c'est pas, on n'a pas souvent affaire à des associations qui sont sérieuses et qui font les choses de façon carrée, et vous, c'est le cas, et vraiment top. Bah, merci beaucoup en tout cas. On n'est pas les seuls. En Donc, plus, on a la chance d'avoir un super tissu associatif dans l'e-sport en Bretagne. Donc tout à fait. on salue les camarades des autres C'est une assos. c'est une Bah, région très notamment dynamique, ouais. 3 Combo hein, qui organise le Stonefest depuis des années maintenant et qui fait un super boulot pour ce festival. Et pour merci encore de nous avoir accueillis et hébergés ici. Mais Et du nous- coup, je ne sais pas où sont mes collègues, mais je crois que je ne vais pas tarder à rendre l'antenne puisque nous avons à peu près terminé, mon cher J'étais en château. train de voir avec le prochain streamer. D'accord, C'est ok. bien passé, c'est pour arrêter, c'est Ben, écoute, tout s'est très bien passé. Est-ce que le chat est content? Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques pour Mehdi avant qu'on le laisse retourner à ses activités? moi, comme je disais, toutes mes questions elles sont répondues au moment où je les écris. Ah bah c'est formidable, tu vois. Donc, les choses se sont au final bien enchaînées au niveau des thématiques, il n'y a pas de problème là-dessus. Très bien. Du coup, Et si tu veux t'arrêter là ou pas, dire au revoir, si ce n'est ben, pas déjà fait. merci SkyJ pour tes commentaires, donc qui nous a suivis, qui n'a pas d'autres questions. Eh bien, si du coup le chat n'a plus vraiment d'autres questions, je vais te remercier Mehdi d'avoir peut-être prêté à et pour l'exercice. moi, Et on a appris beaucoup de choses, c'était super intéressant. Et du coup, on va te laisser retourner à tes activités de samedi après-midi. super, c'était un plaisir de mon côté aussi. Bonne journée à tous. Bonne journée, à bientôt. Tu peux me couper la salle?